Kenyan fasse son entrée ou bien arrive ici au Palais des Congrès. Dans la salle, tous les députés sont déjà là ou presque. Le gouvernement est également présent dans la salle et tout est fin prêt afin que le président du Kenya ne prenne la parole. Mais pour l'instant, l'heure est aux échanges dans la salle du Palais des Congrès. Brisa abanzulongeme zabisa yao na manima ya kuiza kuyamba mananganda mopepe mayamaya na ngunga ya Midina Ndambu. Mfumu ya insi ya Kenya Tata William Ruto kekuza kubanda binda ko tuba yao mutindu na kikapu ya ntete ya nzetolo yani kisano insi ya Bito Kongo wapi kikapu kenda tayandi awa na Palais de Congrès wapi kisika nake kuza kuzwa kinzonzi na ntwala ya banzonzi ya Beto ya vanda bayai ya Assemblée nationale to ya vanda ya Sénat kasi mutindo kele misiku kena kudiatisa mbundani yai ke kuza kutwadisa yao kele Isidore Mvuba mtwadisi ya Assemblée nationale pe Beto banza tina kati ya kinzonze yandi mutindo yake vanda kakifu mfume ya insi ya Kenya Tata William Ruto Beto banza ketalisa mutindo kena kudiatila insi ya yandi peke pesa lumoni na mutindo nsalasani ya mbotininda kuvanda kati ya insi ya Kenya pe insi ya Beto Kongo na ntango Beto kena kuzonza inzo makutakano ya Palais de Congrès bitinda kutuba ke kufuluka imeni tama mingi Beto talaka nkotolo awa na Palais de Congrès ya mbuta kena kutwadisa Sénat Beto kena kuvingila nkotolo ya Tata Isidore Mvuba yai muntu kekuza kubanda kuyamba yai muntu kekuza kuyamba mfume insi ya Kenya yani muntu kefungula nyonso na manima mfumu ya insi ya Kenya kebaka kinzonzo pe mbanza ti yake vanda Tata Isidore Mvuba muntu kekuza kusukisa nyonso pena ntango Beto kena kuzonza Beto na kuvingila mutino mekata uzabisa yao nkotolo na inzo ya makutakano ya Palais de Congrès ya mfumu ya Assemblée nationale Isidore Mvuba ya ikuza kuyamba na kiese nyonso pena kati ya buzito mfumu ya insi ya Kenya ya ikele nzenza buzito na insi ya Beto Kongo William Ruto ya solo Edgar Mazila sima ya kuyambi mana tata mokonzi ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso na libanda lia pepo maya ngala ekomi pona William Ruto ayambema to azwa esika azala ngambo na ngambo na batomo baba na ba ekolo totangi bongo bapomba ba Sénat mpe ba député pona koyanula na bango na makambo maye akozalisaka na bongo ekela eye ekosalemaka ondembe tata mokonzi ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso akoyambaka batata bakonzi babikolo bya bopaya awana ekolo Kongo monso maye engebene na mobeko likondi lia ekolo lia mobu lia mokolo mwa tuku mibale na mitano sanza ya zomi mubukoto yoko mubukoto mibale na zomi na mitano na bandi ke awa batoma baba na ba ekolo bakomi se kozela obe bokomi ibwa tata mokonzi ya ekolo Kenya mukambi Sénat Pierre Ngolo asili koyingela awa na ndako ya makita ya Palais de Congrès ba ministre ba ekolo pe lokola na bokambi mibwa Anatole Konima Koso ministre mokambi lotomo la gouvernement etikali se na Isidore Mvuba mokonzi ya Assemblée nationale na koyingela kati na ndako ya makita mpo ayamba mopaya wa lokumu William Ruto ona azali tata mokonzi ya ekolo Kenya awa Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo Congo akozwa esikate kasi William Ruto akoloba na batoma baba na ba ekolo emonisel na ye na mambi matali etando ya bikolo bya Afrika bosalisani bulendisi bondeko kati na bikolo bya Afrika
mpe makambo masusu. William Ruto devant le Parlement congolais réuni en congrès. Le message du chef d'État kényan est très attendu par les députés et les sénateurs. Sili Safoubachi, nous savons que lorsque le président Denis Sassou Nguesso s'exprime devant le Parlement réuni en congrès, on est là bien dans le respect d'une disposition constitutionnelle. C'est bien cela, Brice Abanzounou. Il faut dire que le Congrès est très encadré par la Constitution de 2015 et par le règlement intérieur du Parlement réuni en Congrès. Avant d'abord que les parlementaires puissent adopter leur règlement intérieur, il y a eu une bataille juridique, on peut dire, et même politique depuis de 25 ans. Et Dieu merci qu'au cours de la 14e législature, pour parler pour le compte de l'Assemblée nationale, et de la 3e législature pour le compte du Sénat, le règlement intérieur du Parlement réuni en congrès a été adopté. Nevi Kesser Ndelengolo l'a bien rappelé que c'est le président, disons c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui dirige les travaux du Congrès. Le président de l'Assemblée nationale préside et le secrétariat du Congrès est assuré par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale. En l'absence du premier secrétaire de l'Assemblée nationale, le rôle est dévolu au deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que le Parlement est convoqué en congrès par le président de la République et les matières qui sont débattues lorsque le président de la République convoque le Parlement en congrès, il s'agit d'abord de son message annuel sur l'état de la nation, du projet de révision de la Constitution, de la déclaration de guerre, de la demande d'une seconde délibération d'une loi ou d'une partie de la loi, donc de certains articles, de la prestation des serments des membres de la Cour constitutionnelle. Et vous vous souviendrez que le 10 juillet 2023, le Parlement sera convoqué à ce sujet. Ça sera à l'hémicycle, au nouveau siège du palais du Parlement. Donc il peut s'agir de la prestation de serments des membres de la Cour constitutionnelle, des membres de la Haute Cour de justice. Pour le cas d'espèce, il s'agit des messages des présidents étrangers. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a déjà eu des présidents étrangers qui se sont adressés au Parlement réuni en congrès. Les plus récents, en 2013, il s'agit du président chinois Xi Jinping. Et le 11 avril, si ma mémoire ne me trahit pas, Nevi Kesser Ndelengolo, le 11 avril 2022, c'est le président de la République du Rwanda qui s'est exprimé devant le Parlement réuni en congrès. En dehors de cette parenthèse, nous avons encore deux situations où le Parlement peut être convoqué en congrès. C'est par le président de l'Assemblée nationale ou la majorité requise. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur cette question. Brice Abanzounou et Victor Ndelengolo. Merci Cyril Safoubachi. L'adresse d'un chef d'État étranger devant le Parlement congolais réuni en congrès ne peut avoir lieu que quand il s'agit d'une visite d'État. C'est une situation exceptionnelle, à tout seigneur, tout honneur. Le chef d'État kényan, William Ruto, le mérite bien. Tout a commencé à l'aéroport où il a reçu un accueil chaleureux avec tous les honneurs qui sont dus à son rang. Remise du bouquet de fleurs, revue de la troupe, exécution des hymnes nationaux, parade militaire, exécution des 21 coups de canon. En tout cas, toute la solennité liée à une visite d'État d'un chef d'État en terre congolaise a été exécutée conformément au règlement du protocole national. Il faut le rappeler que la visite d'État est le plus haut niveau de visite qu'un chef d'État puisse effectuer à l'étranger. Au cours de son adresse, le président kényan va certainement développer les différents axes de coopération qui vont conduire cette relation, cette coopération entre son pays
et le Congo, relation que les deux États ont nouée depuis 1974. Déjà hier, à la faveur de la tenue de la session inaugurale de la commission mixte, 5 accords ont été signés. Au cours de cette visite d'État, 18 accords au total le seront. Donc, il en reste encore 13 qui seront certainement signés demain en matinée avant que le président Kenyan et son hôte Denis Sassou Nguesso ne se rendent à Oyo, dans le département de la Cuvette, pour la suite du programme. Un mot sur l'économie du Kenya. On peut dire qu'elle repose sur le miracle des 3T, à savoir le transfert des fonds de la diaspora. Cela représente la première ressource en devise du pays. Le thé constitue la deuxième ressource. Et la troisième ressource est l'horticulture à travers la culture des roses. La quatrième ressource est constituée par le tourisme. Le Kenya est un pays qui dispose de plusieurs parcs nationaux, gage de tourisme pour faire venir les étrangers et par là les devises étrangères. La monnaie utilisée au Kenya est le shilling. Et il faut dire que l'un des parcs naturels les plus emblématiques du Kenya, c'est le Masai Mara, qui a plus de 500 espèces d'oiseaux et plusieurs types de mammifères. On peut faire une légère comparaison avec le parc Nwabalendoki que nous avons ici au Congo. C'est d'abord l'unique site congolais inscrit sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça veut dire que le Congo peut s'inspirer de l'expérience kenyane en matière de gestion des parcs pour que le parc Nwabalendoki soit aussi valorisé. Brice Banzounou, on peut rapidement dire que le Parlement kenyan est bicaméral comme le Parlement congolais. Et au Kenya, il y a 151 députés pour 67 sénateurs, donc soit un total de 418 parlementaires. À peu près ce que nous avons ici, nous, c'est 151 députés. Le président de l'Assemblée nationale du Kenya, c'est Moses Wetangula, voilà. Et le président du Sénat, c'est Emmanuel Sizohagera. Voilà, ce sont les deux personnalités qu'on peut rapidement présenter. Alors, quelle est l'importance de l'adresse d'un président, mais d'une personnalité étrangère devant le Parlement? En l'espèce, il s'agit de la mise en lumière du parlementarisme, c'est-à-dire que c'est la diplomatie parlementaire qui est ici mise au goût du jour durant les discours des présidents étrangers. Nous l'avons suivi pour le cas du président chinois et du président rwandais. Le président, l'hôte du Parlement congolais, vient mettre en lumière la diplomatie, l'amitié qui existe entre le Congo et la Chine, pour le cas de la Chine, et le Rwanda pour le cas du Rwanda, et pour le cas du Kenya. Donc voilà un peu l'importance qu'on peut donner à cette adresse, c'est la dimension diplomatique et la dimension politique. Il s'agit donc de consolider les liens d'amitié entre le Congo et les pays et les responsables des pays qui sont invités ici au Parlement. Cyril Safubati, Motindo Ngeme Katoka Kuzabisa Yai, Bambundani Betme Bokila Bambundani, il y a qui t'a dit l'Assemblée Banzondi, Assemblée nationale PACNA, quelle qui s'est comme si y a un fou, n'a pas dit la Ndiatulu ya Luzingo, ya ici. Pe Mutindo Benme Katoka Kulanda yao na Nkunja Munu Safubati, ya ke salamaka kirive beto sabisa ya Mutinduna. Mbundani ya Banzondi Assemblée nationale PACNA ke salamaka mingi na kinkulu samna kuzaba ke salamaka mingi na ndombolo ya mfumo isi be na ntango mfumo isi ke lombaka na Banzondi ya Assemblée nationale pe na sena na kuvanda kintwali yake vandaka mingi samuna kinzonzi betike tubaka ya mfumo isi na
na bantu yani kene na kutwarisa na bizizi betu kena kutala betu banza yakele kokuma ya mfumu ya insi ya Kenyatta ta William Ruto ya banzonzi betu nyonso kena kuvingila na ntwala yandi ya imekuza kuyamba na mfumu ya Assemblée Nationale Isidore Mvuba na manima betobanza yakele kuyamba makena kulandila pe kukota ya bao na yenzo ya makutakano ya Palais de Congrès wapikisika na mwantango baka kisika samu na kinzonzi yawe beti nyonso kena kuvingila. Effectivement, le président William Ruto vient d'être accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, président du Congrès réunion, le président du Parlement réuni en Congrès. Les deux personnalités avancent sur le tapis rouge vers la grande salle du Palais des Congrès, où William Ruto va s'adresser aux parlementaires dans quelques instants. Cyril Safoubachi l'a rappelé, le Parlement kenyan est identique au Parlement congolais, une Assemblée nationale et un Sénat, même si les deux républiques n'ont pas le même système. Au Kenya, ils ont une vice-présidence. Au Congo, nous n'avons pas une vice-présidence, mais les parlements, la configuration du Parlement est identique. Donc, William Ruto sait qu'il va s'adresser à la fois aux députés et aux sénateurs congolais. Un exercice qui donne l'occasion au président hôte de certainement revenir sur la politique peut-être de son pays au profit de l'Afrique. Il va appeler les parlementaires à plus de cohésion, pour que le défi du développement au niveau de l'Afrique soit relevé. Et nous avons en image les membres du gouvernement ainsi que les parlementaires qui attendent fiévreusement l'entrée en salle du président du Kenya, Edgar Mazila. Nous savons, on peut imaginer d'avance qu'il va parler des grandes notions connues, paix, développement, sécurité au niveau de la région Afrique, sécurité au niveau de la région Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Est. Ces questions seront sans doute développées comme Ibata. Yasolo, Bessa Banjunu, Bokeseni Bozalite, Kati na ba parlement ya bikolo Congo pe Kenya. Awa na ekolo Congo, tozali na ba député, tozali pe na ba sénateur. Na ekolo Kenya pe lokola bazali na ba député kasi bango kuna ba député motango ba député baleki pa mate bango bazali na ba député kama misato na tuku mitano na moko. Awa na ekolo Congo tozali na ba député kama moko na tuku mitano na moko. Lelo tata mokonzi ya ekolo Kenya William Ruto akolega bongo ko talisa imoliseli na ye na bapomba ba Sénat pe ba député ba ye bazwami na ndako makita ya Palais de Congrès awa kati na maloba maye ndenge Brice Abanzunu autikoloba akoki ko manyola na makambo etali bolentisi kimia kati na etando ya Afrika, ezala ya Afrika ya Westi, ezala na Afrika ya katikati, esengeli kimia ezalisama ya seko mpo makambo maye batata bakonzi bakani kosala mpo etombola etando ya bikolo bya Afrika. Na mambi ma boyokani ma mumbongo tobandie que tata mokonzi ya ekolo Kenya yepe lokola akoloba na mambi ma bosalisani kati na bikolo bya Afrika na mambi ma botekisi biloko ma bosali mumbongo kati na etando ya Afrika. Mambi ma botomboli nkita mpe tombwa ya bikolo tuwuti kolanda. Awa yetekalisie na tata mokonzi ya ekolo Kenya ayingela kati na mosoko moye
moye bato maso basili kozwa esika pona asala lisakola liye lia mutu ya boso bwa batuma baba na ba ekolo pe gouvernement ya ekolo Congo. Cyril Safoubachi, il faut rappeler un fait très important en ce qui concerne le Parlement du Kenya. Il y a bientôt une année, le Parlement kenyan a vu une percée significative de la gente féminine. Beaucoup de femmes ont intégré le Parlement kenyan à la suite des élections qui étaient organisées en août 2022. Et c'est pour autant dire que la question de l'émancipation de la femme ou bien la question du genre préoccupe de la même manière qu'elle préoccupe la politique au Congo, elle préoccupe également la classe politique au niveau du Kenya. Et les femmes ont beaucoup intégré les sphères parlementaires et cette percée a été saluée par la classe politique kenyane. Et je pense qu'au niveau du Congo, pour cette législature, il y a eu également une percée des femmes au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Est-ce que il y a eu une percée des femmes ou bien les femmes au niveau de notre Parlement se battent encore pour chercher à avoir la parité au niveau du Parlement? Il faut dire que ça sera l'un des défis des futures sénatoriales qui auront lieu d'ici là. Nous verrons comment les partis politiques vont s'y mettre pour que les femmes intègrent le Parlement national. Nevi Kessel Mdelongolo, le bureau de l'Assemblée nationale est déjà installé. Puisque vous parlez de femmes, nous avons une femme au bureau de l'Assemblée nationale qui est la deuxième questeur. L'entrée en salle du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a été annoncée par la modératrice. Le bureau de l'Assemblée nationale compte une seule femme. Le combat est rude. Ce n'est pas que de la faute des partis politiques. Je crois que nous aussi, femmes, nous avons notre petite part de responsabilité. La femme congolaise aime bien être dans les associations, dans les mutuelles, dans les musiques. Elles sont très peu à militer comme à l'époque de nos mamans, Céline et Combon, celles-là même qui ont suscité ce slogan de « Seule la lutte libère ». En tout cas, nous avons encore beaucoup à apprendre. La ministre Emilienne Raoul a eu à créer le cercle de promotion de la femme en politique. Il faut lui demander de faire le point. Combien sont ces femmes qui sont parties s'inscrire là-bas pour apprendre la politique, l'exercer et exceller au point de réclamer cette parité. La réclamer, c'est bien, mais l'assumer, ce serait aussi une bonne chose. C'est l'occasion pour moi de tirer mon chapeau aux femmes des pays anglophones. Là-bas, elles sont très engagées. On peut se rappeler de la présidente du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf. Au Rwanda, à côté, l'Assemblée nationale était présidée par une dame. Au Gabon voisin, la vice-présidente, c'est une dame. Chez nous, on a encore du chemin. C'est vrai que ça finira par arriver. Oui, ce chemin doit être balisé par la classe politique. La question doit être réglée en amont. Ce n'est pas en aval. Ce n'est pas à la fin de l'élection qu'on doit faire les comptes sur la représentativité féminine. C'est en amont. En amont, c'est quoi? C'est-à-dire à l'investiture. Les candidats féminins doivent être nombreux, doivent postuler. Les partis doivent mettre en avant les candidatures féminines. La parité doit commencer depuis l'investiture. Si au niveau de l'investiture, s'il y a 75 candidats hommes et 10 candidats femmes, au finish, les femmes seront toujours moins représentées au niveau du Parlement. En tout cas, ce n'était qu'une parenthèse pour essayer de faire une comparaison entre le Parlement du Kenya et le Parlement du Congo en ce qui concerne la représentativité des femmes. C'est vrai que le travail peut se faire en amont, comme tu viens de le dire, mais laisse-moi t'avouer également qu'il y a des femmes qui refusent d'être investies. Madame, le parti vous choisit, vous allez vous présenter dans telle circonscription. Non, madame se dit, chez nous, on va mal accepter, ma belle famille, mon mari, non, je préfère juste militer, ne pas me présenter à une quelconque élection.
Bon, on ne va pas le leur imposer, hein, c'est de leur droit. L'entrée en salle du président du Sénat, Pierre Ngolo, qui va certainement remettre son titre en jeu dans un mois quasiment. Les sénatoriales sont prévues pour le 20 août 2023. Là, ils sont en train de tenir leur dernière session ordinaire de cette 13e législature. Et ici, ils participent, cette 3e législature plutôt, et là, il participe, je crois bien, à sa dernière séance de Parlement réuni en congrès en tant que président du Sénat, du moins pour cette mandature, hein, parce que rien ne dit et qu'il ne sera pas réélu au bureau du Sénat après les sénatoriales d'août prochain. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais au moins, pour aujourd'hui, c'est la dernière session, cette session va s'achever le 13 août et les élections sénatoriales se dérouleront L'entrée en salle le 20 de août. l'honorable président du Congrès, sous vos applaudissements. Voilà, vous l'avez suivi, c'est le président du Congrès, président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui vient de faire son entrée dans la salle des congrès. Il reste plus que quelques minutes et ce sera au tour de notre hôte de marque, le président kényan William Ruto, qui va devoir s'adresser au peuple congolais, ici représenté par les députés et les sénateurs. Oui, Nevi Mundele Ngolo, vous avez touché un aspect très important en ce qui concerne les sénatoriales qui pointent à l'horizon. Mais il faut dire clairement que il y a certains sénateurs qui, par la force des choses, assistent peut-être à leur dernière réunion du Congrès, du Parlement réuni en Congrès, parce que les sénatoriales, c'est pour bientôt et que forcément les données vont changer. En tout cas, on peut le dire sans hésitation, puisque un Parlement, une élection est faite pour renouveler une instance. Et nous savons que le Sénat va aller aux élections et il y aura forcément des sénateurs qui ne vont pas revenir. On n'a pas d'hésitation à le dire. Brice, en attendant ces sénatoriales du 20 août, le Parlement va se retrouver en congrès déjà le 10 juillet là, pour la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas encore le dernier. Ils sont encore là jusqu'à la tenue des sénatoriales le 20 aout prochain. Les toutes dernières, au moins, on peut le dire. Son Excellence, Monsieur le Président de la Palais République du des Kenya, Congrès, sous vos applaudissements. kukota ya mfumu ya insi ya Kenya William Ruto. Pe yazola kutuba ti nyonso kekwisa kubanda betukena kutala ntwadisi Assemblée nationale tata Isidore Mvouba yaye na kutelama mutindo banzonzi nyonso mekuza kuyamba tata William Ruto mfumu ya insi ya Kenya yaye kebaka kinzonzi na ntwala ya banzonzi nyonso. Merci, Samuna honorable kutalisa beto président. banza lomoni ya yandi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, honorable Président du Congrès, vénérable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, par décret numéro 2023-688 du 30 juin 2023 du Président de la République, chef de l'État, portant convocation du Parlement réuni en Congrès en application de l'article 127
de la Constitution et par décision numéro 20/P du 3 juillet 2023 de l'honorable président de l'Assemblée nationale, président du Parlement réuni en congrès, le Parlement est convoqué ce jour, vendredi 7 juillet 2023. L'ordre du jour de la présente séance comporte un seul point. Il s'agit de l'adresse de Son Excellence, M. William Ruto, président de la République du Kenya, aux parlementaires congolais à l'occasion de sa visite d'État dans notre pays conformément aux dispositions de l'article 3, 7e tiré du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès. Ainsi est circonscrit, honorable président, l'ordre du jour du présent congrès. Honorable président, merci. Bien. Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, chef suprême des armées, vénérable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, éminents membres de la délégation du Kenya, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames, Messieurs, vos grandes et qualités, distingués invités et chers amis, les députés et sénateurs congolais réunis ce jour en congrès sont plus qu'honorés d'accueillir dans cette emblématique salle du Palais des Congrès, au lieu d'expression de la démocratie congolaise, Son Excellence M. William Ruto, président de la République du Kenya, chef suprême des armées. Au nom du peuple congolais, hospitalier par nature, nous souhaitons à votre Excellence et à la délégation qui vous accompagne la bienvenue à un agréable séjour de travail au Congo, au lendemain de la célébration du Madaraka Day en l'honneur des héros morts pour l'indépendance de votre pays. Monsieur le Président, en considération du passé glorieux de votre pays, fait des luttes historiques pour l'émancipation de peuples sous l'aiguillon du vieux lion Jomo Kenyatta, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, votre visite d'État au Congo, dans le pays d'un grand panafricain, j'ai cité M. Denis Sassou Nguesso, retiendra pour longtemps l'attention du peuple congolais. Monsieur le Président, ce n'est point votre première visite au Congo. Il y a 5 ans, jour pour jour, en 2018, vous avez foulé la terre du pays de Denis Sassou Nguesso. 5 ans plus tôt, en 2013, vous déclariez à des proches que le Congo était votre deuxième patrie. Cette déclaration a touché énormément les Congolaises et les Congolais, particulièrement le président Denis Sassou Nguesso, qui garde un souvenir émouvant de la visite inoubliable qu'il a effectuée au Kenya. Les Congolaises et les Congolais, vos frères et sœurs, saluent l'enfant de Sugoy, né dans la Rift Valley, qui a nourri votre enfance. Les Congolais ont appris que le Rift, berceau de l'humanité où vécut Lucie, sous un ciel de diamants, pour paraphraser les Beatles,
et le grenier du Kenya. Les Congolais savent que depuis votre jeune âge, votre homologue et frère Denis Sassou Nguesso, vous vous élevez par l'effort. Très tôt, vous vous êtes investi au service des autres, au service du prochain, comme le fait si bien Denis Sassou Nguesso dans son Congo natal. De plus, les Congolais sont admiratifs de votre beau pays, le Kenya, pour sa biodiversité d'essence magique, son célèbre mont éponyme appelé montagne de l'Autruche, Monsieur le Président. En somme, les Congolais sont ravis d'accueillir l'enfant du Rift Valley que vous êtes. Ceci dit, je vous invite très respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour étancher la soif de vous écouter des enfants du Congo. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Mr. Speaker of the National Assembly, Monsieur le Président the de Speaker of l'Assemblée the Senate, nationale, Président du members Sénat, of Parliament, membres du members of government, Parlement, membres du gouvernement, guests, ladies and gentlemen, distingués invités, mesdames, messieurs, I am immensely et delighted je to be here suis this evening in this particulièrement August Parliament of touché the d'être Republic of Congo, ici ce soir and highly privileged devant cet auguste Parlement de la République du Congo engage pour with you vous engager this month. dans cette conversation de cet après-midi. For all this, I thank Pour tous my ces elder arrangements, President Denis Sassou j'aimerais remercier mon grand frère, le président Denis Sassou Nguesso, au nom du peuple et du gouvernement for inviting me to make de this mon visit pays pour m'avoir permis d'effectuer cette visite en République du warm Congo reception et pour la chaleureuse réception dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée à Brazzaville cet après-midi. Ma délégation et moi-même wonderful hospitality. avons fait l'objet d'une grande hospitalité et Very much nous nous attendons également à davantage pendant le reste de notre séjour for making au that Congo. connection on behalf of all these great people. We do not take your thoughtful consideration Nous for granted. vous On behalf exprimons of the government and people notre of Kenya, I reconnaissance convey our et profound donc au gratitude nom and du peuple et du gouvernement du Kenya, je vous exprime notre reconnaissance et notre gratitude. L'opportunité qui m'a offert de m'adresser à cette distinguée assemblée est un grand honneur pour moi et pour le peuple kenyan. Cela peut être considéré comme une action mutuelle pour nos liens, des liens entre les deux républiques, le Congo et le Kenya, qui sont collectivement engagés sur des conversations, sur des questions importantes, des questions d'intérêt commun. Cela est donc une preuve de notre forte relation, de notre grande relation. Le Congo et le Congo sont unis par des valeurs partagées, des objectifs alignés et même un agenda commun. Nous sommes les berceaux des personnes travailleuses, des personnes généreuses, créatives, qui sont engagées au sens de la famille. Nous sommes engagés pour mettre en place des familles afin de représenter le fondement de nos nations, répercuter nos cultures afin de parvenir à une philosophie nationale robuste. Nos nations ont émergé comme des berceaux de stabilité malgré les crises auxquelles nous avons fait face, les crises et également les stress sociaux auxquels nous avons pu faire face. Nous avons émergé, nous avons lutté pour survenir, pour
quitter ces circonstances et aller dans une arène de paix pour le bénéfice de nos citoyens, de nos sœurs, nos frères au niveau de la région dans laquelle nous vivons et sur notre continent. Il est très regrettable et inattendu que, au cours de cette tâche de prospérité qui est le fait d'émergence des technologies et des innovations, où rien ne peut être rendu impossible, que nous soyons donc en train de gérer avec des crises, que nous soyons devant des crises sans précédent, qui nous créent des complexités, les inégalités, les crimes, les conflits, avec des crises qui lancent notre continent dans des pressions démocratiques et d'autres difficultés qui réduisent les capacités de nos régions de gérer les demandes économiques de nos pays. La concurrence mondiale qui se manifeste à travers de différentes manières, nous assistons aujourd'hui dans des opportunités différentes. Quel que soit le cas, il est important que le Kenya et le Congo demeurent ensemble pour s'associer dans la paix, la sécurité et la stabilité, la liberté et la démocratie, afin d'aller vers la prospérité pour l'ensemble de nos populations. Pour que nous puissions faire produire cela en action dynamique, un leadership est nécessaire pour la mise en œuvre de la vision, pour articuler, pour prendre simultanément l'avantage de tout ce que regorge nos pays. Aujourd'hui, plus que jamais, l'équilibre entre le leadership politique et l'économie sont devenus donc indiqués et importants. Les priorités traditionnelles que la sécurité nationale, les infrastructures et l'éducation doivent être assumées pour pouvoir contrer la pauvreté, les inégalités. En même temps, nous ne pouvons pas continuer d'accepter et ignorer les impératifs pour pouvoir aller vers les innovations, pour faire avancer notre agenda ou nous détourner du besoin de développement des capacités pour pouvoir faire face aux différents défis qui se posent à nous. Un gouvernement typique au niveau de notre région qui va dans la lutte contre les différents défis pour pouvoir développer des infrastructures et créer des opportunités tout en gérant cette dette qui continue de croître. Les crimes transnationaux, le terrorisme mondial sont en train de dévasser et laissent des impacts qui affectent nos efforts consistant à mobiliser l'engagement. Par consensus, une approche traditionnelle pour parvenir à un scénario, pour avoir un profil de gouvernement qui va vers la charité et la solidarité. Un cadre mondial pour pouvoir mettre en place des institutions robustes et des stimulations doivent être envisagées pour les pays africains pour pouvoir s'accorder et éviter qu'ils continuent de subir des humiliations au nom des autres nations développées. Il est donc important pour qu'on rende l'Afrique et ses opérations, ses ressources potentielles et condamne et combattre les différents risques qui se présentent ainsi que les faiblesses. Voilà donc les manières dont nous pouvons nous engager au niveau des institutions multinationales pour pouvoir parvenir à condamner la domination politique
et l'exploitation. Ceci montre également comment, dans une grande manière, le leadership africain, les dirigeants africains doivent développer une certaine complexité entre eux. Pour cela, il faudrait que nous puissions regarder tous les faits qui se posent à nous pour pouvoir développer une compréhension profonde sur le développement continental et régional. Nous devons chercher comment le faire. Grâce aux différentes inclinations émergentes au niveau des différents facteurs, il est possible aujourd'hui et même inévitable de développer une nouvelle vision pour l'Afrique, pour le pouvoir africain, particulièrement les opportunités et les ressources. Nous allons nous confronter sur une base quotidienne, nous, leaders africains et même notre peuple, à cette opportunité d'aboutir à une nouvelle ère de leadership mondial pour notre continent. Il est donc important pour nous de développer une reconnaissance de ces impératifs et en même temps mettre en œuvre toutes nos fonctions et toutes les législations avec une articulation propre pour pouvoir comprendre la situation. L'histoire, mesdames, messieurs, des changements climatiques, c'est également une histoire de l'industrialisation moderne et des inégalités. Les changements climatiques sont causés par les émissions des pays riches avec leurs industries, qui sont donc les véritables responsables de ces changements climatiques. Le cas le plus dramatique de l'augmentation de la température est arrivé en 1757, quand on parlait déjà de ce que les scientifiques avaient prédit, c'est-à-dire 1,5 degré qui devait être de ce seuil qui devait être dépassé. La révolution industrielle et les phases subséquentes de l'industrialisation mondiale sont responsables de l'augmentation catastrophique des températures du monde, dans le monde. Cette contribution envahissante et dangereuse qui produit donc ces gaz à effet de serre. C'est cela donc qui produit tous les 54 pays du continent ne sont responsables de 4% de ces émissions. Même si les nations occidentales ont pris les matières premières en Afrique, aucune des dividendes est revenue. Et nous demeurons la région la moins développée du monde. Et donc, une région qui est dépourvue de cette industrialisation. Dans cette ère du changement climatique, la chose la plus dévastatrice et la plus hostile qui amène des effets dévastateurs, bien entendu, sont vécus par l'Afrique. Il a été rapporté par le Centre mondial de l'adaptation qu'entre janvier 2020 et septembre 2022, plus de 55 millions de personnes ont été affectées par les changements climatiques. Le catalogue du continent en matière de catastrophes est très, très choquant. Les feux de brousse ont ravagé l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pendant que des précipitations non prévues sont en train d'être vécues au niveau des différents pays à Madagascar, causant donc des pertes et des dégâts. Le Niger, le Soudan du Sud, le Mali, le Burundi, l'Afrique du Sud ont été également dévastés par des crues
des inondations, la sécheresse, beaucoup de calamités nationales, y compris le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, le Madagascar, jusqu'à des crises environnementales graves. Par ailleurs, les cyclones tropicaux ont dévasté le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, les Swatini, Madagascar et Malawi. Les sont donc des causant à la mort, des dégâts. Mesdames, Messieurs, les changements climatiques sont un fait réel et impliquent des dévastations sur les endroits, sur le continent, sur les personnes. Aujourd'hui, il y a des forums internationaux qui sont utilisés pour considérer ces questions sur la base des besoins du continent. Le fait que nous avons contribué le moins à ces problèmes sont la justification pour un engagement des nations industrialisées de se dédier, de se consacrer à une facilité envers la perte et les dégâts pour ces réparations. Les réparations donc des effets du changement climatique, comme je l'ai dit plus tôt. Malheureusement, les engagements ne se sont pas matérialisés. Nous continuons de supporter, nous continuons de subir le poids des changements climatiques au niveau du monde. Et rien n'a été fait pour nous, pour s'aligner avec l'objectif zéro émission. Les scientifiques ont projeté que si l'atmosphère se chauffe au-delà de 1,5 degré Celsius, il s'ensuivra donc l'élimination de toutes nos vies, des vies de la planète. Les raisons donc de ces indifférences devant des indifférences des économies et des économies des pays industrialisés sont donc l'argent. Le profil de l'Afrique a été donc considéré comme une victime. C'est donc un cas qu'on regarde comme par charité, en conséquence. C'est devenu comme une tradition que la communauté internationale relègue les intérêts africains au second plan. Le problème est que les changements climatiques ne sont pas un problème exclusivement africain, mais plutôt une menace à toute l'humanité. Et malheureusement, on est en train de le gérer sur la base de différences politiques entre le Nord et le Sud, entre les pays développés et les pays non développés, les pays riches et les pays pauvres, parce que simplement, les dirigeants n'ont pas compris et ils savent que ce sont ceux les victimes et eux les sauveteurs. L'autre raison pour laquelle des difficultés continuent dans la mobilisation de cette attention vis-à-vis de la crise. Les institutions internationales qui existent pour faire la collecte des différentes actions de solidarité ne sont pas capables ne sont pas à la hauteur des ambitions. Lorsqu'on considère l'ordre international pour pouvoir gérer les questions, il y a eu donc un besoin de mobiliser les grandes nations afin qu'ils puissent apporter, donc des pays comme l'Europe, qu'ils puissent apporter la sécurité, la paix, la stabilité. Ils sont donc considérés comme des instruments qui monopolisent les capacités des États. Les miroirs qu'ils regardent ne montrent que leur partie et non l'Afrique. Il faudrait qu'on se rappelle qu'au moment où ces institutions faisaient donc des arrangements, 52 États africains, y compris le Congo et le Kenya, n'existaient pas du tout à ce moment-là. Donc on peut dire que nos institutions multilatérales doivent lutter pour prendre
en compte la souveraineté africaine et pour pouvoir parvenir à des aspirations purement africaines. Les miroirs sur lesquels on regarde ne reflètent pas la face africaine parce que certains des pays n'existaient pas encore. Je ne suis pas en train d'argumenter que l'Afrique doit donc désespérer et abandonner son intervention au niveau des affaires internationales. Je suis plutôt en train de prôner la solidarité africaine. Par contre, contrairement, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'en tant que continent, nous avons une opportunité historique de définir une position claire pour projeter une voie, pour avoir une voie commune et apporter un nouveau message au monde. Et le temps est arrivé pour l'Afrique de promouvoir une nouvelle vision et vers la transformation. Aucune nation ne peut penser que celui qui gérera la crise en solitaire. Aujourd'hui, l'Afrique doit donc se réunir et parler d'une seule voix. Et aucun pays ne peut choisir entre une action sur le climat et les actions de développement. C'est un dilemme sur lequel il faut gérer avec beaucoup de parcimonie. Le problème fondamental est que tous ces engagements, toutes ces promesses doivent être mises en pratique. Ce qui va nous amène à cette question. Qu'est-ce qui va suivre si nous ne faisons pas ce que nous disons? Il est impératif de prendre en compte du fait que les changements climatiques représentent une menace pour le monde avec ses conséquences. Et l'Afrique y joue juste un petit rôle. Néanmoins, nous, quand je dis nous, les populations, les communautés et les nations de l'Afrique sommes prêts pour apporter une action significative. Sinon, notre contribution ne comptera pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de proposer au monde que nous ne voulons plus être dans le coin des victimes. Nous voulons être sur la table des négociations pour pouvoir participer aux décisions. Les changements climatiques est un défi mondial qui requiert une action collective au niveau mondial. Nous sommes dans ce même bateau tous. Ce n'est sûrement pas une question qui doit être contextée en termes de reproches, d'accusations ou d'indications. Dire que c'est des pays riches ou des pays pauvres qui font cela. La nature, l'échelle de l'urgence requiert qu'il y ait une mobilisation collective de toutes les ressources possibles et pouvoir les investir dans les actions climatiques qui vont efficacement nous permettre d'éviter les désastres imminents. La position de l'Afrique et la proposition de l'Afrique est que nous sommes capables et nous sommes d'accord de jouer notre rôle et de nous engager à partir de nos ressources, même les ressources énergétiques, nos capacités agricoles et les capacités naturelles pour promouvoir l'agenda de décarbonisation. L'Afrique est un continent jeune, propre et vert. Et il n'y a aucun doute, mesdames, messieurs, que le continent de l'Afrique est doté des ressources abondantes d'énergie renouvelable. Selon l'Agence des énergies nationales, l'Afrique possède 60% des potentialités solaires. Cependant, il n'y a qu'1% des capacités solaires qui est installée. L'agence IRENA estime que l'Afrique dispose de 7
1900 gigawatts d'un potentiel de cette capacité. Est-ce que l'Algérie, l'Éthiopie, la Mauritanie, dans ces pays-là, sont en train d'exploiter? Le fleuve Congo à lui seul est censé produire de l'énergie hydroélectrique d'une puissance de plus de 100 000. Mais aujourd'hui, ce qui est exploité n'est qu'autour de 250 gigawatts. Cela veut dire que le Congo, le bassin du Congo à lui seul peut générer 4 fois toute la capacité électrique sur notre continent. La capacité installée et donc peut être multipliée par 4 si nous prenons en main notre destin. Cette problématique va donc va nous permettre de surmonter la crise énergétique à laquelle nous faisons face. Ça va permettre également d'amener la production énergétique en Afrique. La reconnaissance et la division et les actions pour réaliser cela sont également bien alignés avec la COP 28 pour augmenter les énergies renouvelables donc les doubler en 2030 et aller davantage en 2040. C'est également reconnu universellement que les pays africains disposent des minéraux très importants qui peuvent donc être utilisés pour gérer les problèmes climatiques. Par exemple, plus de 60% des réserves du cobalt se trouvent en Afrique. Les Zimbabwe, entre l'Afrique du Sud et les Zimbabwe, et plus de 90. Ces ressources minières peuvent être transformées et être livrées en Europe à des prix plus compétitifs plutôt que de vendre les matières premières. Potentiellement au Ghana, tout le manganèse peut être traité en Afrique du Sud, en Namibie. L'Afrique peut donc s'engager dans un commerce compétitif. Par ailleurs, des émissions qui résulteraient de l'élimination du besoin de transformer les matières premières de notre continent au lieu de les envoyer en Chine, en Europe, et pour finalement leur livrer les produits finis. C'est simplement dit, le potentiel agricole de l'Afrique est massif. Nous disposons des ressources pour appuyer la production au-delà du double de notre production actuelle. Pour le moment, nous demeurons à 65% de nos capacités selon la Banque africaine de développement. Pour intégrer cela, le potentiel de l'agriculture pour l'Afrique est immense. Pour compléter ce résumé du potentiel de l'Afrique, il faut dire qu'il y a nos forêts et qui représentent des puits ou des réservoirs de carbone. On peut donc créer des stations de séquestration de carbone. Cela est également important pour cela. Le carbone. Le message est par conséquent très clair. À partir des possibilités qui venons de souligner, il est évident que l'heure est arrivée où le discours mondial doit changer envers l'Afrique. Il faut regarder l'Afrique avec des yeux frais et regarder l'Afrique comme étant une nouvelle place où il y a un rôle qu'il a joué. Et une Afrique des promesses, des opportunités et un continent qui est prêt à offrir
un leadership global et des solutions effectives qui ne va pas seulement permettre à l'humanité de pouvoir faire face au pire, à sa pire menace existentielle, mais également pouvoir mettre en place une nouvelle âge d'une abondance basée sur une transition verte vers une industrialisation verte et une prospérité soutenue. Cela commence par la reconnaissance du potentiel immense de l'Afrique, de la combinaison unique d'Afrique, d'une main-d'œuvre qui est de plus en plus abondante et des ressources naturelles et un potentiel vaste d'une génération d'énergie renouvelable qui visera à soutenir en fait la décarbonisation mondiale et accélérer la course vers net zéro et un peu plus. Le pouvoir de ce potentiel se trouve au niveau des opportunités qui sont parfois abandonnées. Le potentiel Afrique, cependant, amène une multiplicité d'opportunités ou même un spectre de parties prenantes. Alors, échanger avec eux de manière durable, c'est garantit radicalement une transformation du mode de développement mondial, redéfinir efficacement la productivité et mettre en place une ère historique humaine, écologiquement responsable, inclusive et fraîche. Nous ne manquons pas d'opportunités d'investissement privé pour participer dans ce moment singulier dans l'histoire de la transformation mondiale. À travers une très grande opportunité qui s'offre, nous pouvons... Je voudrais pas m'appesantir trop là-dessus. Néanmoins, je pense que c'est important de mentionner les illustrations saillantes que nous avons un grand potentiel entre les secteurs privés et les secteurs publics, de manière à ce que nous puissions transformer notre continent. Une autre opportunité que nous devions poursuivre avec beaucoup d'engagement, et c'est le cadre pour pouvoir utiliser le mécanisme de gouvernement à gouvernement de carbone de manière équitable et juste. Les initiatives et les entreprises qui visent à actualiser ce potentiel africain qui est grand vont commencer à avoir un élan seulement si les communautés internationales se rallient et pour faire face à cette situation d'hésitation et résoudre à poursuivre les innovations qui viseront à débloquer le fonds et les investissements. Par exemple, il est possible de réduire le coût d'investissement du capital en Afrique de 33% d'ici 2025 et en faisant une donnée de crédit disponible et en développant des instruments garantis et sages et en débloquant des concessions financières supplémentaires pour les secteurs privés. Alors, pour mettre en œuvre cette actualisation transformative des engagements de manière à atteindre les aspirations africaines et le besoin de développement, nous demandons une adoption et une mise en œuvre complète des initiatives de Bridgetown. Et nous pensons que la seule stratégie pour pouvoir travailler sur l'établissement des institutions justes et mettre en œuvre une croissance mondiale juste pour la prochaine phase de développement international, c'est simplement à travers les initiatives de Bridgetown. Nous avons l'opportunité de conduire une révision et une redéfinition du cadre commun de mécanismes d'évaluation de dettes des fonds monétaires internationaux en vue de les aligner dans les solutions à venir. En clair, voici la proposition. Une réponse positive à l'invitation de l'Afrique à la communauté internationale pour investir et avec les économies et communautés africaines va rendre cela facile et plus rapide pour le continent d'apporter toute sa contribution au niveau de la réalisation de prospérité soutenue et durable et l'industrialisation verte qui va transformer toute la planète, notre continent et la planète. Ensemble, toutes ces mesures vont donc permettre de déverrouiller les flots de financement pour pouvoir décarboniser et arriver donc à des zones de libre-échange. Ces moments exigent des actions collectives et nous en appelons à tout le monde pour pouvoir nous lancer dans des distinctions traditionnelles entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'est le moment donc pour toute une inclusion où nous devons donc
et à encourager tout le monde, chaque partie prenante, et les peuples autochtones, la société civile pour apporter leur contribution. C'est le moment pour le monde entier de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Aucun d'entre nous aujourd'hui n'a la liberté de se détourner de la réalité à laquelle font face la plupart des pays africains qui sont déjà dans un endettement grave. Aujourd'hui, donc, 22 pays sont catégorisés comme faisant l'objet d'un endettement grave. Et aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19 et toutes les fractions qu'elle a apportées, comme résultat, plusieurs gouvernements africains ont donc développé des ripostes et sont donc en train d'être réactifs ou proactifs. Et les autres dégâts sont donc les chocs qui sont en train d'intervenir et nécessitent des dépenses très importantes au niveau de tous les pays. Et des actions urgentes sont nécessaires pour faire face à cet endettement critique. Les pays à faible revenu continuent d'être confrontés brutalement à des options limitées. Les pays africains doivent plus de 640 milliards de dollars aux compagnies privées et publiques, y compris les banques multilatérales ainsi que les créanciers privés. Le service de la dette lui seul dépasse 70 milliards de dollars en 2022, tout seul. C'est l'équivalent à près de 24% du PIB des pays africains. Les pays africains dépensent beaucoup sur le service de la dette que tout autre pays et que toute autre dépense, et comme l'éducation, la santé et donc la mise à disposition de certains services. Nous devons donc rechercher le bien-être, et cela est fondamental, le bien-être de nos populations. Ces défis économiques et financiers associés au changement climatique poussent les gouvernements vers des problèmes macroéconomiques et une instabilité. Les pays à revenus moyens et à faible revenu sont donc face à un fardeau de la dette avec des coûts élevés pour combattre le problème des calamités comme les cyclones. Au niveau du Mozambique, on a enregistré près d'1,53 million, ce qui représente presque 10% du PIB du pays, c'est-à-dire le Mozambique. La Banque mondiale elle-même a apporté 150 millions de dollars comme appui au Mozambique, avec 2/3 comme sous forme de dons et 1/3 sous forme d'aide additionnelle. Après les inondations du Pakistan, au 3e et au 4e trimestre 2022, le monde est parvenu, s'est inspiré pour pouvoir apporter de l'aide au Pakistan, une aide de 10,5 millions de dollars. Le défi, cependant, est que 8,7 milliards de cet appui vient des crédits. Ce sont des prêts. Bien que ces crédits, ces prêts soient favorables, qui représentent des intérêts favorables, c'est toujours beaucoup d'argent, ça augmente le stock de la dette. Je veux donc dire que ce n'est pas possible de régler le problème du défi de la dette en continuant de s'endetter. Ça ne marche simplement pas. Donc, toute la sagesse
toute la sagesse nous dit que si vous vous trouvez dans un trou, vous vous retrouvez dans un trou, la première chose que vous devez dire, c'est d'arrêter de creuser. Si vous êtes dans un trou, n'arrêtez pas de creuser. Donc, nous voulons suggérer que, et je dois le dire ceci très clairement, j'espère, nous ne sommes pas un continent pauvre. Nous ne sommes pas un continent sans ressources, dépourvu de ressources. Il y a eu déjà beaucoup de littérature qui montre que nous sommes un continent qui dispose de beaucoup d'atouts. Nous disposons des ressources, d'énormes ressources d'énergie renouvelable. Il faudrait donc qu'on aille vers l'agriculture intelligente. Nous disposons de la population la plus jeune. Nous devrions y arriver. Ce que nous voulons est que nous voulons nous engager dans des nouvelles discussions où nous ferons partie de la discussion. Je vais vous dire, donc, parce que je parle également au concept de politique, je suis en train de dire que nous ne voulons plus être ce continent qui continue de solliciter de l'aide, de l'assistance. Donc, on va d'un coin vers un autre. Nous voulons avoir une nouvelle approche, nous voulons avoir des discussions d'égal à égal. Nous disposons des atouts, nous voulons que ces atouts deviennent une réalité. Nous voulons donc les mettre sur la table et nous voulons avoir des conversations différentes. Donc, pour justement perpétuer, il nous faut un espace financier pour réagir à ces crises liées au changement climatique, pour nous préparer à des futures crises éventuelles, pour que l'Afrique puisse contribuer de manière significative. Nous voulons terminer le cycle où chaque crise qui survient, l'Afrique se met en position de victime et doit être... Il est donc clair, si nous ne réglons pas la question de la dette, ce sera impossible de régler, de résoudre le problème des crises. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais simplement dire, la dette qui tombe sur nous aujourd'hui sur le continent est très importante. En effet, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Afrique paye plus que le reste du monde. Et si vous payez 8 fois plus, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous engager dans une concurrence avec ceux qui payent 8 fois moins. Cela signifie que si vous continuez de vous endetter 8 fois plus cher, il y aura un impact. Et tous les pays sont endettés. Nous sommes ici pour déclarer que le moment est arrivé de changer de paradigme. Nous voulons parvenir à un régime où nous payons tous les mêmes intérêts. Nous voulons nous engager dans des dialogues, mesdames, messieurs. Nous voulons nous engager dans des dialogues avec les créanciers multilatéraux, avec les FMI, avec tout le monde. Pas simplement assister, donc être là comme des personnes qui sollicitent des faveurs, mais qui sollicitent de l'aide comme tout le monde. Et nous voulons payer autant. Si les autres payent 1% d'intérêt, pourquoi nous devrions payer beaucoup plus cher?
C'est tellement simple. S'ils payent 8% d'intérêt, nous devrions également payer autant. Nous ne demandons pas de payer moins. Ce que nous demandons, c'est que l'Afrique ne doit pas être privée à cause de ces crises. Cela ne doit plus être considéré de manière subjective. Nous voulons une équité, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut changer les dialogues, les négociations avec le système financier, avec les agences multilatérales. Nous demandons donc, nous ne demandons pas plus, nous demandons cette équité. L'Afrique, donc, en appelle à une action collective pour mobiliser tous les capitaux nécessaires pour l'investissement et le développement dans le climat, pour pouvoir parvenir à des mesures d'atténuation. En le faisant, nous demeurons alignés pratiquement sur la reconnaissance pour confirmer que le sommet de Paris qui a eu lieu il y a une semaine, il y a eu une unanimité croissante dans la demande d'un nouveau pacte mondial financier qu'un pays ne devrait plus avoir à choisir entre des aspirations de développement et les actions du climat. Nous considérons ceci comme étant indispensable pour réaliser le rythme et la portée nécessaire pour le développement du monde. Notre position amplifie la mise en œuvre de toutes les mesures qui ont été résumées au niveau du sommet de Paris, particulièrement la réforme du développement de la banque multilatérale et le déploiement pour augmenter les capitaux nécessaires disponibles. Par ailleurs, avec l'action accélérée de cet instrument, il y a un élément de ce rapport qui doit représenter une assurance pour une voie plus unique, plus forte de l'Afrique quand on en arrivera aux questions financières. L'Afrique doit avoir le plus grand programme, mais quand on en arrive au vote, juste 6%. Au niveau de la Banque mondiale, le plus grand nombre de pays éligibles, ce sont les pays africains pour avoir l'assistance. Les plus grands montants des prêts, c'est l'Afrique. Alors, quand on les cumule, les pays africains ne tiennent que 11% des voix au niveau de ces institutions. Cette marginalisation systémique doit être arrêtée. Il faut donc aborder cette question. Il est important pour nous d'avoir une seule voix et nous assurer qu'on change le cadre financier pour que nous puissions parvenir à une exploitation réelle de nos ressources. Il faut reconnaître que cette réforme urgente est impérative. Donc, j'arrive ici pour exprimer mon appui très fort et mes félicitations à son Excellence le Président de la République et le gouvernement de la République du Congo pour avoir abrité de manière efficace le comité à Oyo. Le comité des 10 à Oyo, il est important pour nous de développer une stratégie commune et une position concernant cette réforme, c'est fondamental. Pour pouvoir parvenir à une mobilisation des capitaux au niveau mondial et un déploiement, il est important de parvenir à une série d'outils qui est donc un cadre commun capable d'accroître nos capacités. Un deuxième objectif de l'action collective multilatérale, c'est d'introduire un nouvel outil universel mondial pour les 3,5 milliards de dollars. C'est donc notre position sur cette question et qu'il faut qu'une priorité soit accordée à ces instruments pour y compris les domaines maritimes,
et également les FTT et les FFT. L'avantage est que ces instruments sont très importants avec les ressources étant administrées par de nouvelles organisations qui travaillent de manière égale et déployer de manière mondiale le développement positif du monde. La gouvernance de ces nouvelles institutions sera indépendante et les décisions seront basées sur les résultats scientifiques disponibles. Mais, chers membres, tout ce que je vous présente est que nous avons la possibilité de collaborer de manière efficace sur les questions d'importance significative pour pouvoir faciliter l'émergence de l'Afrique comme un leader dans l'ordre industriel du monde. Je suis persuadé, mesdames, messieurs, permettez-moi de présenter ce cas. Ce que nous voulons dire, c'est le suivant. C'est la chose suivante. Les institutions courantes qui existent, qui ont été créées entre 1940 et 1945. C'est comme ça que c'est à ce moment-là que ces institutions ont été créées. Ces institutions ont été créées où le Congo, le Kenya n'existait pas en tant que pays, et même beaucoup d'autres pays en Afrique n'existaient pas du tout. C'est pourquoi nous avons très peu à dire, les changements climatiques. Donc, on a aggravé notre situation. Il n'y a pas un pays qui s'est développé ou qui s'est développé quand on parle des changements climatiques. Et je pense que nous pensons ensemble ou nous coulons ensemble. Nous devons choisir. Et comme maintenant nous sommes égaux, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous voulons dire est que la Banque mondiale et le FMI sont bien là et ils nous aident. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes des parties prenantes. Les facilités vertes que nous voulons développer pour gérer les questions du changement climatique d'ici à un horizon proche consiste à faire de nous des parties prenantes. Pourquoi est-ce que nous devons être des parties prenantes? C'est pour que, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne soyons plus dans une situation où on paye 8%, on paye 8% de plus. Nous voulons avoir une institution où nous payons la même chose, le même montant, qu'on soit américain ou qu'on soit congolais, qu'on soit britannique, qu'on soit kenyan, nous voulons payer autant, tous. Et nous voulons également réitérer ceci. Nous n'avons pas besoin de faveurs. Nous voulons avoir un système fiscal mondial. Nous voulons taxer le carbone et nous voulons tous payer. Nous voulons tous payer. Nous ne voulons pas que les riches simplement payent. Et nous voulons payer. Nous sommes d'accord. Pour que nous puissions établir l'égalité. Pour que lorsqu'on se déplace pour aller faire des emprunts, que nous payons la même chose. C'est comme ça que nous voulons faire marcher les choses. Nous finirons par payer sur la base de nos PIB et nous ne voulons pas payer plus à cause de notre PIB. C'est pas parce que leurs PIB ont été constitués en utilisant les ressources africaines, le pétrole africain, les minerais africains. Est-ce que vous me suivez? C'est ça que nous voulons. C'est là que nous voulons parvenir. Il y a des personnes qui résistent encore sur les taxes carbone. Si c'est $25, payons. Ensuite,
Lorsque nous aurons bâti des institutions, nous voulons être des parties prenantes, nous voulons avoir une parole, une voix, nous voulons participer d'égal à égal. Il est dit que le fait de ne pas participer aux discussions est que si vous n'êtes pas à la table des négociations, il est vraisemblable que vous fassiez partie du menu, on va vous manger. Nous ne voulons pas faire partie du menu. On a fait partie du menu depuis longtemps. Cette fois, nous voulons participer. Nous voulons être à la table comme négociateur, comme consommateur. J'aimerais donc vous dire une dernière chose avant de conclure. En Afrique, beaucoup reste à faire en ce qui concerne de l'accélération du développement pour réaliser le commerce sur notre continent. Chers membres, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. L'Afrique, aujourd'hui, nous avons 70% de la population du monde, 70%. Mais nous ne contribuons que de 3% au niveau du commerce mondial. Sur notre continent, le commerce intra-africain, c'est-à-dire le commerce entre les États africains, entre le Kenya, le Congo, la RDC, le Nigeria, ce commerce intra-américain ne représente que 17%. Au niveau de l'Europe, c'est 70%. Vous voyez la différence, 70% en Europe, alors qu'en Afrique, c'est 17%. Nous faisons le commerce, nous avons des relations commerciales avec d'autres pays qu'avec nos frères, nos pays frères africains. Il faudrait que cela soit revu. C'est pourquoi, demain, j'aurai une conversation, j'aurai des discussions avec mon frère Denis Sassou Nguesso, pour que nous puissions débarrasser, pour que nous puissions dégager toutes ces barrières qui empêchent le commerce intra-africain. Nous avons déjà pris cette décision en tant que gouvernement du Kenya pour que vous, Congolais de Brazzaville, à partir de demain, vous n'aurez plus besoin de visa pour aller au Kenya. C'est la simple raison, la seule raison. C'est donc l'une des raisons pour pouvoir accroître le commerce entre nos pays. Lorsque les personnes se déplacent, les idées également se développent et les relations s'établissent, les affaires se mettent en place, le commerce également va suivre. C'est ce que nous devons faire. Let me give you one thought. Je veux partager une pensée avec vous. On nous enseignait cette question du visa par les Européens. Il faut mettre un visa ici, un visa là, bloquer là, bloquer là. Aujourd'hui, quand vous envolez pour l'Europe, l'Union européenne, c'est 27 pays. Donc, 450 millions de personnes au niveau de l'Union africaine, 27 pays. Il n'y a aucun visa entre ces 27 pays. Les visas qui nous ont introduits chez nous ont été abolis chez eux. Et nous, on nous laisse avec les visas. Honnêtement, comme ils ont enlevé les visas chez eux, leur commerce intra-européen est monté à 70%. Nous, à cause de ces barrières de visa,
de tous ces blocages, nous sommes isolés. Notre commerce centrafricain est en train de traîner à 17%. Vous voyez, voilà ce auquel nous faisons face. Alors, vous êtes les concepteurs de politique. Nous avons donc la responsabilité aujourd'hui. Nous avons les CAP, donc la zone de libre-échange continentale africaine. Parmi les conversations, parmi les discussions que je vais avoir avec le président Sassou demain, c'est comment connecter l'océan Indien et l'océan Atlantique par route. Comment établir de Mombasa, par exemple, jusqu'à Kampala. La route est déjà construite. De Kampala à Beni, il y a déjà une route. Nous voulons faire une route de Beni à Kisangani et de Kisangani, nous voulons l'amener jusqu'à Pointe-Noire ici. Il faudrait que par route, par train et par bateau. Quand nous disposons des infrastructures pour faciliter les mouvements des personnes et des biens sur notre continent, cela sera donc le catalyseur du commerce et pourra permettre d'accroître le commerce. Nous allons discuter avec le président sur les ressources des énergies renouvelables au niveau du fleuve Congo et comment nous pouvons débloquer le potentiel de ces nombreux, de ces milliers de mégawatts, des gigawatts, et nous pouvons acheter l'électricité à partir de chez vous. C'est donc les genres de liens de connexion que nous voulons mettre en place sur le continent. Je vais partager une dernière chose avec vous. Nous devons également faciliter le commerce en rendant possible aux commerçants, aux hommes d'affaires de faire des transactions de leurs biens, leurs services sans les complications inutiles dans le changement de monnaie. Une institution africaine a donné l'opportunité pour les hommes d'affaires au Congo de faire le commerce avec leurs partenaires partout sur le continent africain avec la monnaie locale. Et c'est donc cette institution qui va gérer les problèmes des monnaies entre un pays et un autre. C'est pourquoi nous voulons avoir un système de paiement panafricain qui va assister les commerçants africains, les hommes d'affaires pour pouvoir faire le commerce plus facilement et plus efficacement. Alors, ça ne demande pas un tour de magie. C'est juste nous, les dirigeants. C'est nous qui pouvons faire de ça une réalité. Et l'Afrique va aller de l'avant. Pour conclure, je vais dire ce qui suit. Je suis persuadé, je suis convaincu que les entités qui délibèrent, décideurs, vont ancrer cela pour des valeurs tout en s'alignant sur les aspirations collectives des populations. Nous sommes l'Assemblée pour ce genre de discussions parce que les représentants du peuple sont ici avec le mandat de s'assurer que leurs besoins sont remontés au niveau des dirigeants pour aller sur les plateformes de décision, de prise de décision, pour qu'il y ait l'enrichissement, pour pouvoir renforcer les agendas locaux.
Il y a une localité qu'on appelle Sembe ici. Il y a quelqu'un de Sembe parmi les membres du Parlement ici? Oui, ils sont là. Celui-là est de Sembe. Ou Epena. Ebena, il y a Ebena ou c'est Ebena ou Epena? Yes. Oui. Such local places, Ces localités-là, dans ces localités, les membres de PENA, les PENA, c'est ici? Thank you very much. Merci beaucoup. So, we need to ensure Nous devons nous assurer que nous sommes connectés et le continent puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais également vous dire, vous êtes tombé d'accord au niveau de l'Union africaine. Laissez-moi vous le dire, au niveau de l'Union africaine, il a été convenu que nous devons appuyer l'Union africaine pour que nous disposions d'un instrument qui peut être utilisé pour négocier avec les autres. L'Union africaine on ne paye pas. Donc on ne peut pas. C'est nous qui devons payer pour l'Union africaine. C'est nous qui devons contribuer pour que l'Africaine Union ait une voix, soit forte. Et j'aimerais vous demander, vous, membres du Parlement, pour travailler pour réformer l'Union africaine, pour lui donner les valeurs, la structure qui va permettre que l'Afrique parle avec d'une langue qui soit clairement comprise, pour que nous puissions faire avancer notre agenda, notre commerce. Nous avons 0,1 des taxes de 0,1, mais nous allons demander à chaque pays de s'engager à cette moindre taxe pour que nous puissions appuyer l'Union africaine. Si l'Union africaine est appuyée par les autres, il y a un risque. Donc l'Union africaine sera contrôlée par les personnes qui payent. Il va de soi. Vous comprenez donc que celui qui paye donc le pipeline, mais c'est lui qui doit bénéficier. Nous devons payer pour que nous puissions bénéficier, pour que l'Union africaine, la voix de l'Union africaine soit la voix de l'Afrique et non la voix de ceux qui paieraient pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? La position de l'Afrique. La position de l'Afrique doit donc être la position de chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans chaque pays de notre continent. C'est ainsi que nous pouvons avancer pour aller vers une action collective, pour raisonner ensemble, une voix qui résonne ensemble. Et en fin de compte, c'est comme ça que nous garantirons que toutes nos institutions reflètent et expriment nos valeurs qui sont juste inclusives et donc efficaces et durables. En conclusion, donc j'aimerais dire que le travail de raffiner, de peaufiner une position africaine est en train de faire son chemin. À partir du 4 au 6 septembre à Nairobi, je vais abriter le sommet africain du climat en collaboration avec l'Union africaine. Le sommet sera préparé pour anticiper la préparation de la COP 28 qui se tiendra à Dubaï. Et plus tard, au cours de cette année, j'aimerais que vous tous puissiez accompagner le président congolais Denis Sassou Nguesso pour qu'il se prépare à cet événement. Nous sommes en train de faire tout de notre mieux pour que le sommet soit efficace. C'est un travail pour actualiser la vision panafricaine d'un continent africain fort et prospère. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.
Vous venez de suivre l'adresse du président kényan. Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, chef suprême des armées, vénérable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation kenyane, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, chers amis. Monsieur le Président, les parlementaires ici présents, ainsi que le peuple congolais, viennent de suivre avec une attention soutenue votre brillant message. Ce fut un hymne au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre deux pays, à maintes similitudes et aux mêmes enjeux, le Congo et le Kenya. Ce fut un instant solennel de la célébration de l'amitié indéfectible entre les présidents Denis Sassou Nguesso et William Ruto, deux grands hommes d'État, deux champions de la lutte pour la paix. En son temps, le président Nelson Mandela affirmait, je cite, « Lorsqu'on souscrit aux mêmes valeurs, qu'on a une vision commune et qu'on reconnaît l'intégralité de l'autre, on pose la base d'une relation saine. » Fin de citation. C'est à quoi nous avons assisté ici et maintenant. Au regard des avancées économiques significatives que connaît votre pays, Monsieur le Président, le Kenya est un candidat sérieux pour l'émergence. Monsieur le Président, les mandataires du peuple congolais que nous sommes se feront fort de transmettre votre historique message dans les coins et recoins du Congo. Nous souhaitons ardemment que les relations entre nos deux pays prennent plus de densité et d'ampleur avec l'avènement imminent de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Des accords divers et variés ont été signés et vont l'être encore, ce qui augure des lendemains qui chantent pour les deux pays. En effet, ces accords, au demeurant structurants, vont assurément donner un coup de fouet à la diversification des économies du Congo et du Kenya. Nous nous réjouissons de la tenue de la grande commission mixte entre nos deux pays qui œuvrait à la réalisation des projets conjoints dans les secteurs porteurs de la valeur ajoutée. Vous les avez égrenés de manière brillante, Monsieur le Président. À ce sujet, votre frère et ami, le président Denis Sassou Nguesso, vent debout, est plus que déterminé à promouvoir ces secteurs au travers du Plan national de développement 2022-2026 qui constitue la matérialisation du projet de société sur la base duquel le peuple congolais l'a plébiscité. Pour te dire, Monsieur le Président de la République du Congo s'évertue à bâtir une économie inclusive et résiliente à partir d'énormes potentialités qui sont autant d'atouts de notre pays. Tenez, et vous le savez, le Congo qui dispose de l'eau, des forêts, des savanes, des minerais de tout genre, du gaz, du pétrole, du soleil, des terres arables en abondance, est gâté par la nature. Autant de raisons de rapprochement avec le Kenya, votre pays. C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux le jumelage des villes de Brazzaville et de Nairobi
et pourquoi pas des contrées d'Oyo et de Sougoy, votre pays natal. Monsieur le Président, de fait, l'heure a sonné pour que Kenyans et Congolais, sous la clairvoyance de leurs excellences Denis Sassou Nguesso et William Ruto, proclament en chœur et d'une seule et même voix, disons en Swahili, c'est pas si je veux le faire de façon correcte, Arambi, agissons ensemble, travaillons ensemble pour nos pays africains, pour l'Afrique elle-même. Pour terminer, Monsieur le Président, les parlementaires seraient heureux de vous revoir en octobre à Brazzaville, aux côtés de votre frère, le président Denis Sassou Nguesso, lors du sommet sur les 3 grands bassins forestiers du monde, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, en même temps que nous acceptons l'invitation que vous nous avez faite. Ce sera l'occasion de magnifier l'idéal de la préservation de l'environnement du prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, de vénérable mémoire. Sur ce, je prends acte, Monsieur le Président, de votre adresse devant le Parlement, réuni en congrès. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, Mesdames et Messieurs, nous avons ainsi épuisé l'ordre du jour du congrès qui comportait l'unique point consacré au message de son Excellence, M. William Ruto, Président de la République du Kenya. En conséquence, je déclare close la séance plénière du Parlement. Je vous remercie. À présent, Mesdames et Messieurs, nous assistons à la signature du livre d'or par son Excellence Monsieur le Président de la République du Kenya. Voilà, nous venons de vivre une heure riche en enseignements à travers ce discours au Parlement réuni en congrès, discours du président William Ruto qui est en train de signer le livre d'or du Parlement sous les regards du président du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vauba. En tout cas, une heure d'adresse devant les députés et les sénateurs du Congo. Il y a à boire et à manger. En tout cas, le président du Kenya a touché les aspects très importants qui doivent concourir au développement intégral de l'Afrique, de l'économie au changement climatique en passant par la lutte contre le terrorisme. William Ruto n'est pas passé par 4 chemins pour dire la vérité au peuple congolais à travers leurs représentants. Et nous assistons je crois à la sortie du président du Kenya, accompagné par le président du Parlement, Isidore Vauba. Alors, Nebi Christian Mdelengolo, Cyril Safoubachi, le président Ruto est encore sur place. Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, nous vous annonçons le départ de son Excellence Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya, accompagné du président du Congrès. Sous vos applaudissements. Voilà qui est solennellement fait, l'annonce du départ du président de la République du Kenya qui quitte la salle du Palais des Congrès accompagné du président du Parlement, Isidore Vauba. Tout est bien, qui finit bien pour cette deuxième grande activité marquant le séjour à Brazzaville du président
William Ruto. En tout cas, nous l'avons dit, 1 heure, sinon plus d'1 heure, le discours devant les députés et les sénateurs. En tout cas, il y a à boire et à manger. Chef du gouvernement. Oui, Brice Abanzounou, il y a à boire et à manger. Plus d'1 heure d'adresse au peuple congolais dans un langage franc et direct. Il faut le faire. Cela prouve à suffisance que William Ruto se sent chez lui pour s'ouvrir ainsi, parler des grands dossiers d'actualité mondiale, la paix, l'économie, la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique. Il faut le faire. Nous avons eu en face de nous un homme d'État qui maîtrise bien le monde. Edgar Mazila. Pene yangunga mosi belina kutuba mutindu na fume insi ya Kenya, William Ruto mekuza kuzonza pena kati kinzonze yandi nyonso metala luzingo ya bana ya Afrika yavanda kidzunu kana kidzunu kusikila via kile mpasi mingi na kuzanguka yavanda mingi mambo ya bansobolo ya ntango yake na kukotisa bidzilu na kati ya makanda ni awa William Ruto kuzako kulomba Afrika kuvana mutindo muntu musi kuzonza ndinga musi samna kuna mantwala yatala nina mikutadila nsalasani yavana na jambo ya bilanga yavana na jambo mbungu yavana na nyuso samna yani yalunga chi Afrika vanda muntu kaka musi zonza ndinga kaka musi samna ukuna na ntwala. Madame la ministre, bonjour. Ya solo Edgar Mazila, Isakolalea Tata Mokonzi.